Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. L'intervention d'aujourd'hui, que je ne fais pas sur Facebook Live, parce que certains sujets demandent plus de concentration que d'autres, fait suite à la publication d'un livre que je n'ai pas encore lu, dont j'ai lu des extraits et des interviews de l'auteur, mais qui me donne un petit peu une idée, grosso modo, comme on dit, de la teneur du livre. Il s'agit du livre Fantasia de l'écrivain Anton Ljuvjine, 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 un petit peu difficile à prononcer. C'est un nom d'emprunt, je suppose. C'est pas le vrai nom de l'écrivain. J'ai lu son vrai nom, mais je ne le connais pas par cœur. Enfin, le sujet n'est pas là. Et donc, de ce que j'ai lu, ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré une intervention, parce que je voudrais, modestement, comme d'habitude, essayer d'expliquer à cette jeunesse ultra minoritaire, je tiens à le dire. Il faut qu'ils en aient conscience. Ils sont ultra minoritaires, ce qui crée d'ailleurs leur désarroi, que je comprends. Mais je voudrais leur expliquer ce qui se passe et pourquoi. Pourquoi ça se passe comme ça se passe et qu'est-ce qu'il faut en faire. Évidemment, je suis un occidental musulman de 44 ans, donc évidemment je parle sous le prisme de mon expérience de vie et de mes convictions. Comme tout le monde le sait, je ne crois pas en la neutralité, je ne crois pas dans cette notion aseptisante et utopique de laïcité neutre, etc. Tout le monde a des opinions, tout le monde a des a priori, tout le monde a des orientations, et tous ceux qui disent que non sont en fait des hypocrites. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, ce que je voudrais dire à ces jeunes ultra minoritaires, personnifiés ou symbolisés par cet écrivain, je ne connais pas les détails de la vie de cette personne, je ne le connais pas, je ne connais que certains de ses écrits et je vais lire son livre bientôt, dès que je pourrai me le procurer. Mais ce que je voudrais leur dire, c'est que il faut surtout pas, par rapport à la médiocrité du monde dans lequel on vit, tomber dans le désespoir ou un espèce de nihilisme aveuglant. Il faut savoir observer tout ça avec sagesse, retenue et un esprit d'analyse. Et ce qui se passe, effectivement, comme lui. Évidemment, moi je n'ai plus 20 ans, donc on change un petit peu avec les années. Je dirais pas qu'on devient plus raisonnable, parce que est-ce que être raisonnable, c'est raisonnable? Point d'interrogation, c'est une grande question. Est-ce que être raisonnable, c'est raisonnable? Quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, c'est peut-être pas si raisonnable que ça. Mais en tout cas, on a eu le temps de faire le tri et d'avoir une vision un peu plus équilibrée de la situation. Alors, ce qui se passe, selon moi, c'est que toutes les compromissions, toutes les incohérences, tous les paradoxes, toutes les attitudes abjectes qui déclenchent, je veux dire, une espèce d'énervement et une envie de vomissement dans l'actualité. Pour comprendre tout ça, il faut comprendre que l'Occident, je parle dans le sens large, est en cours de désintégration. Parce que elle a fait son temps, parce que il y a eu toute une série d'horreurs qui ont été commises, des guerres illégitimes, des guerres sans cause, des guerres disproportionnées, des colonisations et puis des décolonisations, suivies de compromissions et de manipulations à travers des dictateurs, etc.,
pour s'assurer une mainmise sur des matières premières, uranium et autres, bref. Et à un moment donné, vous savez, quand vous accumulez trop de cadavres dans un placard, l'odeur devient nauséabonde et commence à infester les lieux. C'est ce qui se passe petit à petit. Nous sommes dans une espèce de grande morgue, un grand funérarium. Mais, dans cette morgue, il y a des fleurs, il y a de la musique, il y a des clowns, il y a des bouffons, il y a des lumières stroboscopiques, etc., qui font que, ben oui, ça sent pas bon, mais on a l'impression que qu'on y est quand même bien. Surtout quand on voit le reste du monde. Famine par-ci, guerre par-là, injustice de l'autre côté, torture de l'autre. On se dit, bon, d'accord, c'est la morgue, mais bon, quand même, on a les lumières, on a les clowns, on a les bouffons, quoi? Et là, il y a toute l'explication de toutes les questions qu'on peut se poser. C'est-à-dire que les gens moyennement intelligents, la plèbe, la masse, on peut rien y faire, c'est la même partout, du Brésil à la France en passant par l'Australie, c'est la même partout, c'est les mêmes mécanismes, c'est les mêmes réflexes, c'est le même populisme, c'est les mêmes arguments larmoyants, simplistes, etc. Ça sert à rien de s'attarder là-dessus. Mais je parle pour les gens moyennement intelligents. Ils sont dans une sorte de chantage. Et on le voit tous les jours dans l'actualité. C'est très important. C'est-à-dire que si on est un écrivain, si on est un journaliste, si on est un chanteur, si on est un penseur, si on est un philosophe, et qu'on ose, à un moment donné, dire ce qui est dit dans les médias, ce qui est dit par les politiques, ce qui est dit par les magazines populaires, c'est peut-être pas la vérité ou toute la vérité. Et quand vous dites ça, vous déclenchez un phénomène d'autoprotection violent qui vous voit cataloguer de anarchistes, terroristes, complotistes, double discours, etc., etc. On le voit dans l'actualité récente, avec des personnages, je ne connais pas tous les noms par cœur parce que je survole tout ça, je n'ai pas le temps de m'attarder trop. Des personnages comme Marc-Édouard Nab, comme Michel Onfray contre Zemmour, Soral, et toute une série d'autres gens. Analyse la situation au Moyen-Orient, il y a 2-3 journalistes, Plenel de Mediapart, etc. Il est devenu intolérable, inacceptable d'être dans un jugement honnête, équitable, éclairé de la situation. Alors évidemment, quand on est écarté de tout, on est écarté des télévisions, on est écarté des radios, on est écarté des magazines, et on devient, un élément subversif présent sur Internet avec un groupement de fans composé de 20, 30, 40, 50 000 personnes qui suivent plus ou moins assidûment. On en est malheureusement réduit, c'est ça le côté vicieux de l'affaire, on en est malheureusement réduit à devoir vivre. Et pour vivre, on dépend de ses lecteurs, on dépend de ses auditeurs, on dépend de ses internautes. Et donc, on doit produire un travail qui va dans ce sens et qui parfois va s'interdire de dire certaines choses ou va s'interdire d'emprunter certains chemins parce que ça risquerait de mettre son petit auditoire, la dernière maille de la chaîne, on risquerait de la faire sauter. Tout ça pour dire quoi? C'est extrêmement compliqué d'être dans une quête de vérité et d'authenticité. Parce que non seulement vous allez être, mis à l'index par le système dans le sens large, pour toute une série de raisons. La raison majeure que j'évoquais plus tôt, c'est que
cette civilisation étant mourante pour plein de raisons que je peux pas résumer ici, des raisons démographiques, des raisons de dette, des raisons d'organisation sociale, des raisons d'emprisonnement entre, par exemple, une islamophobie rampante et une charte des droits de l'homme contraignante, etc. Pour toute une série de raisons, le système, dans le sens large, avec toutes ses ramifications, est nerveux. Et comme il est nerveux, il ne tolère pas la moindre dérive, la moindre critique, la moindre incartade. Il faut tous marcher au pas, à l'image des 4 millions de Français qui ont battu le pavé après les attentats de Charlie Hebdo, quitte à fermer les yeux sur le fait que le président de l'époque, Hollande, a invité des dictateurs, des tortionnaires, des terroristes d'État pour venir marcher sous la banderole non au terrorisme, etc., etc. Parce que tout simplement, on est pris, le monde est pris dans un rouleau compresseur dans lequel il y a une idéologie unique et globalisée. Et ce système étant défaillant, socialement, économiquement, etc., il est extrêmement sensible et agressif vis-à-vis de tout discours qui viserait à dire « mais attendez, ça c'est pas logique, mais attendez, pourquoi vous vous plaignez alors que vous avez fait ça avant? Mais attendez, c'est normal qu'on vous dise ça après que vous ayez dit ça. » On ne peut pas penser, on ne peut pas analyser, on ne peut pas décortiquer. Je prends un exemple. Dans mon cas, début 2013, dans un audio qu'on peut retrouver, j'ai expliqué préventivement toutes les raisons qui font que je pensais que c'était néfaste et contre-productif que des jeunes musulmans occidentaux partent en Syrie pour y combattre. J'ai très clairement expliqué ma désapprobation, pas pour faire joli cœur, pas pour faire le gentil, parce que je pensais sincèrement que c'était quelque chose de négatif, pour plein de raisons que je ne vais pas réexpliquer. Mais, j'ai accompagné cette prise de position par une analyse sociologique détaillée pour expliquer pourquoi, en 2013, en 2014, alors qu'on a Facebook, alors qu'on a le chômage, alors qu'on a les métros, alors qu'on a les téléphones portables, alors qu'on a les télévisions, etc., etc., pourquoi des jeunes quittent tout pour finalement chercher la mort? Parce que c'est une question importante qu'il faut se poser, plutôt que de dire ils sont tous fous, il y a des gourous qui les lobotomisent, etc. Ça, c'est la réponse des concierges. Un intellectuel ne peut pas se satisfaire de ce genre de réponse. La question qu'il faut vraiment se poser, qu'on soit musulman ou non, c'est de dire qu'est-ce qui fait que des jeunes éduqués en France et en Belgique, complètement poussinés dans une société du confort, de la préservation, de l'encadrement, formation, réintégration, déradicalisation, animateurs de quartier, boxe, rap, machin, shit et compagnie. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune prend un aller simple pour la Turquie, se retrouve dans un pays où il n'y a rien, où il y a manque de nourriture, manque d'eau, des morts, des injustices, des règlements de compte, la précarité et au final la mort physique. Qu'est-ce qui fait que tout ça c'est possible? Eh bien cette question-là que je viens de vous poser, ne fût-ce que la poser, c'est déjà un problème. Parce que il y a un ordre invisible, une main invisible qui dit aux gens sur telle et telle et telle et telle question, vous ne devez pas réfléchir, vous ne devez pas analyser, vous devez ingurgiter ce que nos philosophes d'État
reconnus, disent à la radio et à la télé à votre place. Et si vous dites autre chose, vous serez automatiquement classé dans les catégories à risque. Les catégories bizarres, les catégories propagandistes. Combien de fois j'ai entendu propagandiste? Dès qu'on s'exprime, dès qu'on a un avis dissonant, on est un propagandiste. À croire que la télé et les magazines ne font pas de propagande pour les questions qui leur intéressent. La théorie du genre, les gay pride, etc., etc. Là, il n'y a pas de propagande. Il y a un débat d'idées dans les médias là-dessus. Non, il y a des consensus. Et tout le monde est tenu de marcher au pas. Ou sinon, vous êtes nazi, islamiste, catholique traditionnaliste, dangereux, etc., etc. J'explique tout ça pourquoi? J'explique tout ça pour expliquer le contexte. Parce que c'est la compréhension du contexte qui va nous aider à ne pas perdre la tête. Parce que vous savez, être dans des constats et ne pas vraiment comprendre d'où tout ça est issu et comment ça a été rendu possible, ça peut rendre fou. Ça peut rendre dépressif et désespéré. Par contre, si on réalise que tout ceci est la démonstration publique d'un état de faiblesse, quand on est fort, on n'a pas peur de débats contradictoires. On n'a pas peur. Si, je vous donne encore des exemples, et sans prendre de position personnelle, parce que c'est pas intéressant. Si les gens qui disent que le 11 septembre, tout est clair, voilà, c'est la version officielle qui est la plus juste, etc. Pourquoi? C'est quand même une question grave, ça a causé des guerres, il y a eu des milliers de morts, voire des millions ailleurs, etc. Pourquoi, à un moment donné, on ne réunit pas, dans une grande émission télé, les gens qui défendent la théorie officielle, les gens qui sont critiques, qui ont des questions, je ne connais pas tous les noms, hein, Kassovitz, Bigard, enfin toute une série de gens qui se sont montrés médiatiquement sceptiques, ils l'ont payé cher d'ailleurs, mais bon bref, et qu'on ait un débat honnête, franc, ouvert, etc. Quand on est fort, quand on est sûr de ses arguments dans la vie, on n'a pas peur. On dit déballez vos arguments, vos inepties, et moi je vais vous sortir des preuves scientifiques, fondées, mathématiques, etc. Comme quoi vous avez tort. Et alors les gens se diront, ah ben moi aussi je me posais les mêmes questions que ceux qui disaient que c'était pas possible, mais les scientifiques, les gens qui défendaient l'autre thèse, m'ont démontré que c'était des craintes qu'il ne fallait pas avoir. Ça c'est le raisonnement quand on est fort. Mais le problème ici c'est qu'on est faible et on sait qu'on est critiquable et qu'on est hypocrite sur toute une série de questions. Sur la question de pourquoi diaboliser Bachar el-Assad si c'est pas pour aller au bout et le faire tomber. Pourquoi depuis maintenant 10 ans les bourses ne font que monter alors que nous avons jamais été autant endettés et qu'il n'y a pas de vraie reprise économique. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça a été possible? Est-ce que c'est dangereux? Quelle sera l'issue finale, etc., etc. Il y a toute une série de questions importantes auxquelles on ne veut ni répondre, ni expliquer, ni même débattre. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit depuis le début, nous sommes face à une civilisation en déclin. Et une civilisation en déclin ne veut pas mourir sans combattre, comme un animal blessé qui donne ses derniers coups de griffe, ses derniers coups de dents. Et pour ça, il faut faire taire toute opinion dissonante, un peu à l'image de ce qu'on a pu voir avec la Stasi en Allemagne de l'Est ou le KGB en Russie. Plus l'État allait mal, plus l'État était contesté, plus ils étaient proches de tomber, plus la répression a été sévère et dure. C'est comme ça. Et donc ici, on rentre tout doucement maintenant dans une nouvelle phase qui est, je le vois par exemple, moi qui suis ça depuis des années, je me rends compte. Maintenant on passe à une phase où on prend des cibles proches, c'est-à-dire que il y a encore 5 à 10 ans, il était inconcevable que des gens comme Edoui Plenel ou Tariq Ramadan, etc., soient traités comme ils sont traités aujourd'hui. De nouveau, je n'émets pas d'opinion personnelle, je ne connais pas ces gens, je ne fais que voir le traitement médiatique.
Il y a 5 à 10 ans, ces deux personnages, par exemple, parmi tant d'autres, étaient invités sur tous les plateaux télé, des émissions qui d'ailleurs n'existent plus. Toutes les émissions, un temps soit peu honnêtes, sont effacées des programmes, comme l'émission Ce soir ou jamais de François Tadei, dans lequel on voyait ce genre de personnes. On y voyait Marc-Édouard Nab, on y voyait Alain Soral, on y voyait Dieudonné, etc., etc. De nouveau, je ne donne pas mon opinion personnelle sur ces gens. Je constate, je regarde, j'analyse avec froideur et pragmatisme. Aujourd'hui, ces émissions n'existent plus. Et ces gens sont rayés de la carte. Non seulement rayés de la carte, mais maintenant ils sont traînés en justice. Je vous rappelle que j'ai entendu hier une interview de Manuel Valls chez Monsieur Bourdin de RMC, qui a tenu un discours sur Plenel, vraiment, genre, crucifiez-le sur la place publique, quoi. C'est-à-dire, on en est là. C'est-à-dire que maintenant, même si vous n'êtes... C'est pour ça que mon message est très important à écouter, surtout par les non-musulmans, parce que eux croient que c'est une affaire de musulmans. Ce n'est plus le cas. On n'en est plus là. C'est-à-dire que maintenant, si vous êtes critique, si vous êtes refusé d'être un mouton qui rentre à la bergerie, sur toute une série de questions, vous serez montré du doigt et vous serez accusé d'être un islamo-gauchiste, d'être un fasciste, d'être un nazi, parce que le système ne tolère plus, d'où que ça vienne, même de journalistes qui ont une longue histoire comme Plenel, ou de conférenciers qui pour moi est un musulman modéré, voire laxiste, Tariq Ramadan. Ces gens sont devenus déjà de trop. Donc même eux, on va les déstabiliser, on va les traîner dans la boue parce que maintenant le système ne tolère plus même la moindre grain de sable dans le système parce que ça va très mal. Tant que ça n'allait pas trop mal, on laissait ce genre de gens s'exprimer. Je vous dis, dans un passé, ça paraît inconcevable aujourd'hui, mais dans un passé pas très lointain, chez Ardisson et dans d'autres émissions, on pouvait voir tous ces gens s'exprimer. Aujourd'hui, ces gens sont non grata sur toutes les chaînes télé et tous les programmes. Ils n'existent plus. Ils n'existent qu'à travers leurs fans et les gens qui les suivent sur Internet. Mais au niveau média de masse, ce sont des gens qui sont rayés de la carte. Et ne restent que les gens du consensus. Les gens qui vont dans le sens de l'histoire. Histoire écrite par les responsables. Et voilà pourquoi on assiste depuis maintenant de nombreuses années et de plus en plus à des événements incompréhensibles, révoltants, abjects, bêtes, décadents, médiocres, etc. Parce que tout simplement, les choses vont mal. Alors, il faut pas. Pourquoi j'ai dit que ça va mal? Pour dire qu'il faut pas s'en étonner. Il faut pas s'en étonner. Il faut pas s'en. Comment on appelle? Il faut pas s'en émouvoir. Il faut se dire bon, voilà l'époque dans laquelle je vis. Voilà ce qui se passe. Si je tiens un discours dissonant, critique, qui incite à la pureté, au retour à certaines choses, etc., je vais être stigmatisé, je vais être mal vu, mais pas seulement par le système, par les gens qui sont dans le système. Dans vos familles, il y a des gens qui payent des crédits, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui passent 2 heures par jour sur le périph' pour aller à leur travail, il y a des gens qui économisent dans l'espoir de construire un second étage dans leur maison à l'étranger ou qui veulent construire une résidence secondaire. Les gens sont dans le système, poursuivent des rêves du système, sont dans la consommation et sont dans un désir ardent de faire partie du jeu, de pouvoir participer, comme je le dis, à la partie de poker. Et donc, évidemment, quand vous leur dites « Mais attends, les cartes sont truquées. Attends, le croupier, il ment. » On vous dit « Tais-toi, chute, arrête. » Parce que on ne veut pas être dans une situation mentale, psychologique, d'instabilité, de remise en cause, parce qu'évidemment, c'est sujet à stigmatisation, à être écarté, à être désigné, et mis à part quelques fous courageux ou inconscients, comme peut-être cet écrivain de ce livre Fantasia, eh bien, on ne peut pas accepter ces discours, on ne peut pas entendre. On ne peut pas entendre. Moi, j'ai lu les commentaires, par exemple, sous une vidéo de 2 heures, je pense,
filmé dans l'ancienne galerie de Marc-Édouard Nab, où des gens, des Français, non musulmans, je pense, s'expriment sur leur avis, sur Charlie, sur ce qui s'est passé. Parfois c'est des phrases un peu exagérées, parfois c'est des opinions, enfin bref, comme dans tout, il y a de tout. Eh bien, il fallait voir les commentaires en dessous de la vidéo. C'était la haine totale. C'est-à-dire que les gens sont devenus complètement hermétiques et allergiques à toute remise en question de leur certitude. Et on le voit maintenant avec cette espèce de mode dans le monde d'Internet, de Facebook, de Twitter, etc. Les identitaires, les nationalistes, les racialistes, enfin vous les appelez comme vous voulez. Il y a cette espèce d'utopie abjecte et ridicule. De penser que la France était mieux avant, c'était si on revient à notre petit pinard, notre camembert, notre boule de pétanque et nos églises dans lesquelles on ne va plus d'ailleurs. C'est ça qui est marrant en fait. La France chrétienne, les églises sont vides au point qu'on les donne à des musulmans pour en faire des mosquées. Enfin bref. Donc il y a cette espèce de béatification d'un passé révolu, d'un passé enterré, à jamais, pour faire survivre des espoirs. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas dire c'est la fin de l'histoire. Les gens ne veulent pas dire nous avons fait notre temps. Les gens ne veulent pas dire nous avons fait notre part de malheur et d'injustice et aujourd'hui nous payons la facture. Les gens veulent dire non, nous sommes innocents, nous souffrons. Et les coupables, ce sont les étrangers. Et les coupables, c'est les musulmans. Et sans eux, tout irait bien. Il n'y aurait pas de corruption. Il n'y aurait pas de porcs qui harcèlent des femmes. Il n'y aurait pas de chômage. Il n'y aurait pas de prison. Tout irait bien. Plus de pédophilie, plus de viol, plus d'émissions faites entrer l'accusé. Tout serait merveilleux dans le meilleur des mondes. Et voilà. Et cette illusion utopique porte des millions de gens. Pourquoi? Pour la même raison que je vous ai dit plus tôt. Les gens refusent l'idée, dans la vie, les choses font leur temps. L'Atlantide a fait son temps, l'Égypte a fait son temps, la Grèce a fait son temps, l'Empire de Rome a fait son temps, etc., etc. Dans la vie, tout ce qui monte, un jour descend, peut-être remonte, des soubresauts, et puis meurt. Comme un être humain. On naît, on grandit, on tombe malade, on se soigne, on continue, puis on vieillit, puis on retombe malade, et puis malade plus gravement, et puis on meurt. C'est ça l'ordre des choses. Mais l'humain roi, l'humain de l'humanisme avec un grand H, refuse cet ordre établi, et veut, à travers maintenant le transhumanisme, passer d'une utopie à une autre. L'école, l'éducation nous libérera. Maintenant, c'est la science nous libérera. On ne mourra plus. On contrôlera tout. On va envahir le cosmos. L'humain refuse d'être ce qu'il est. C'est-à-dire un être pensant, agissant, avec son libre arbitre, ou en tout cas une impression de libre arbitre, qui est responsable, sera responsable de ses actes devant le Créateur des cieux et de l'univers, et que sur certaines choses, il ne peut rien faire, sur certaines autres, il peut. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, plus que jamais, nous sommes dans une société de la contestation verbale et écrite. On n'a jamais autant contesté que sur Twitter, Facebook, les opinions, on met des petites images avec j'aime pas, je suis fâché, je rigole, etc. Donc on s'exprime, on communique, on échange. Mais on n'a jamais été dans une époque où il y avait aussi peu de contestation sociale dans la réalité des faits. C'est terminé les grandes manifestations, c'est terminé les grandes révoltes, c'est terminé les grandes secousses. Maintenant, on en est à il faut un comité d'éthique qui surveille Internet. Quand certaines phrases enfreignent la loi, il faut poursuivre. Et les gens sont là, on crée des pages Facebook, Association des identitaires de France, Association des musulmans de France. On devient des lobbies dans lesquels on remet des pétitions. Tout ça est grotesque, évidemment. Tout ça est grotesque, parce qu'au final, le marché s'impose. Le marché s'impose, envers et contre tous.
Comme quand les Français ont voté contre le traité de Lisbonne, il est passé, c'est tout. Nous sommes face à une machine de guerre, et une machine en fin de course, une machine malade, et donc une machine dangereuse. Et comme elle est dangereuse, c'est à chacun de voir de quelle façon il peut être le plus utile pour être un soldat de la vérité. Moi, je fais partie des gens qui pensent que agir d'une manière anarchique et violente envers des cibles et des victimes innocentes, entre guillemets, ce sont des actes complètement improductifs qui servent le système afin de se renforcer à travers de nouvelles législations, etc., etc. Donc oui, bien sûr, beaucoup de gens veulent des actes, en ont marre des paroles. Combien de fois on m'a écrit « Ah, Bourayan, c'est bien, tu parles, mais en fait, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi ?» Vous savez, à un moment donné, faire peut être pire que parler. Parler, expliquer, ça a un mérite, c'est que les gens comprennent ce qui se passe. Et au moins, dans leur cœur, dans leur cerveau, ils ne sont pas des pions. Ils sont des gens conscients de ce qui leur arrive. Ils sont des gens conscients de ce qui se passe. Et à leur petit niveau, ils peuvent faire des choses, au niveau de leur famille, de leurs proches, etc. Mais au niveau des grands mécanismes, ils ne peuvent s'en remettre qu'à Dieu. Et là, on en vient à la finalité de mon intervention, que je voudrais que tout le monde comprenne. Et pourquoi un gars comme moi en a terminé par devenir musulman en 1993. C'est parce qu'à un moment donné, tout ce que je vous raconte là, je l'avais compris à 17 ans. Mais à un moment donné, si on n'a pas la conscience absolue d'une justice divine, immanente, éternelle et inévitable, le suicide est absolument la seule issue envisageable. Voilà pourquoi je dis clairement, que pour les intellectuels, pour les gens qui comprennent, pour les gens qui réfléchissent le monde, je ne parle pas des bœufs et des bestiaux, je parle pour les intellectuels, à qui le Créateur a fait la grâce de donner une âme consciente et éveillée, la seule issue pour échapper à la folie et à la décadence ambiante, c'est le retour absolu vers lui. Et quand les forces, quand les esprits et les âmes seront de plus en plus nombreuses à se tourner vers le Créateur des cieux et de l'univers, là, nous aurons un grand basculement et des grands événements rédempteurs et de purification. Tant que nous sommes dans les aboiements, les reproches, les plaintes, la victimisation, la dénonciation stérile et que nos vies sont un champ de ruines et que nos âmes sont désertes de toute spiritualité et de toute adhésion et soumission au Créateur, ce sont des coups, nous brassons du vent, ce sont des coups de pagaie dans l'eau qui n'ont aucun autre effet que créer quelques remous qui seront vite intégrés et anesthésiés par le système. Oui, on nous ment. Oui, on nous manipule. Oui, nous sommes en décadence. Oui, il se passe des choses inacceptables. Oui, ça va mal. Oui, nous sommes surendettés. Oui, le Japon représente le monde de l'avenir avec de plus en plus de vieux, de moins en moins de mariages et de plus en plus de blocages psychologiques. Oui, 1000 fois oui. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? Suivre le troupeau à marche forcée? Réfléchir? Nous arrêter? Changer de vie? Comprendre? Revenir à Dieu? Ah non, ça non, je veux comprendre, je veux critiquer, mais je veux pas me soumettre à Dieu, ni Dieu ni maître. Alors tu resteras un petit anarchiste qui va brasser du vent, qui va s'agiter, et qui sera entouré d'une petite cour de gens qui sont convaincus d'avance parce que ils se retrouvent dans le discours de tel et tel écrivain, tel et tel philosophe, tel et tel chanteur. Et puis, tout ceci disparaîtra avec ta petite mort. Voilà, Kurt Cobain de Nirvana a critiqué le système, il s'est drogué, il avait des fans, il a vendu des millions de disques, puis il est mort, 27 ans, overdose.
Et puis il a eu 500 000 fans, et puis 200 000, puis 100 000, puis 5 000, et puis aujourd'hui on n'en parle plus. Il n'existe plus. C'est fini. Il faut réfléchir dans une dimension plus universelle et intemporelle. Pas être juste dans le brassage immédiat et le contentement de petites victoires qui n'ont pas une grande portée. Mais ça demande des efforts, ça demande de la patience, et ça demande surtout de savoir marcher sur son orgueil, chose que la plupart des êtres humains, contestataires ou non, ne savent pas faire. Parce que tout simplement, personne n'aime souffrir, personne n'aime se remettre en question. Les gens aiment se conformer soit au système, soit aux caprices de leur propre âme. Voilà, je vous laisse ici à méditer ou à réécouter pour ceux qui n'ont pas pu être attentifs tout le long. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.